Tout à l'heure, tu me disais dans les coulisses, tu me disais, j'ai fait ma toute première interview avec toi. Ouais. Quand tu étais sortie de Secret Story 10, c'était il y a plus de 6 Direct. ans. Voilà. Et là, c'est ta toute première interview en live, avec ma communauté, En fait, avec ta communauté moi-même. C'est vrai, on en a fait des premières fois ensemble. Ah là là. Bon, Maëva, je suis très heureux. Déjà, tout à l'heure, tu seras avec nous sur Aja. Et pour l'heure, je vais m'intéresser à toi et toute ma communauté au travers de cette interview en toute intimité. Maëva Martinez, tu participais à Maman est célèbre. Oui. Beaucoup de ta communauté adorait te voir dans Maman est célèbre. Moi, ce que je voyais qui revenait très régulièrement, c'est un vent de fraîcheur, ça fait du bien, une maman qui raconte ses problèmes, une maman qui n'a pas peur d'exposer les problèmes existentiels qu'elle peut vivre en tant que maman au quotidien. Et bim, bam, boum, t'es plus dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui s'est passé, j'en ai fait 2 vidéos YouTube d'ailleurs pour raconter sur ma chaîne en gros mon parcours dans Maman est célèbre, les plus, les moins, la raison de mon départ, etc. Et puis, bon, déjà, c'est vrai que c'était extrêmement fatigant, c'était des gros tournages. Mon fils, il n'était pas forcément... Enfin, je sentais qu'il était un peu plus compliqué ces jours-là. Ah oui, tu as dit, je sentais bien que le rythme de Gabi n'était pas respecté. C'était un enfer. Comment ça, le rythme de ton enfant? Alors, en fait, par exemple, lorsqu'on va faire la sieste ou un coucher ou un lever, mais surtout un coucher, par exemple, c'est l'heure de la sieste. Et Gabriel, il a vraiment besoin de son rituel. Comme à peu près tous les bébés, c'est vraiment des rituels. C'est ça qui va aider un bébé à se rythmer, etc. Et en fait, le fait qu'il y ait une caméra, tu vois, par exemple, j'éteins la lumière, donc on fait un coucher, donc on voit tout le coucher, etc. Mais après, bon, voilà, moi, je dois fermer la porte. Le caméraman reste dans la chambre, regarde la réaction du bébé avec le gros spot blanc. Et en fait, forcément, qu'il ne va pas avoir une réaction où il va se calmer, s'endormir, etc. Et qui va être juste, au contraire, très surexcité, qui ne va pas apprécier le spot, ni le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit autre que maman et papa dans la chambre. Ça te gênait, mais pourtant, tu étais au courant en signant pour Maman est célèbre. Alors oui, je suis au courant des tournages. Maintenant, c'est vrai que c'est des petites choses qui dépassent pour moi, tu vois. Okay. C'est-à-dire que le coucher devrait rester, on devrait s'arrêter là. Après qu'il y en ait une fois, bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant, même si bon, je vois pas trop le truc intéressant, mais ça peut l'être. Donc je peux comprendre qu'on veuille le faire, mais moi j'avais déjà dit, non, c'est pas possible, il faut sortir parce que dans tous les cas, là, il va pas siester. C'est-à-dire que je savais que c'est quelques secondes, voire minutes, ça allait gâcher sa sieste. Il n'allait plus pouvoir siester, donc de toute façon, toute la journée allait être gâchée après. Donc pas d'activité, donc machin. Et donc après, pression pour faire les activités, sauf qu'il n'est pas OK pour les activités, sauf que, après, ça engendre... moi, j'ai un bébé qui s'endort pas comme ça, qui n'est pas comme ça, donc en fait, il fallait vraiment respecter le rythme, et ça c'était pas le cas, du coup, c'est sur des petites choses comme ça, où vraiment me demander de faire des petites scènes où il marche, ou alors qu'on fasse ceci ou cela et qu'il n'est pas OK, mais qu'on me le redemande dans la journée, alors que, c'est beaucoup de pression pour moi, tu vois, et beaucoup de pression pour le bébé. Donc, Oui, tu as dit que tu as même pris du Xanax, tellement tu étais stressée, tellement tu avais de la pression. C'était une pression qui se manifestait quand? Comment? Est-ce que c'était pendant les tournages? Et tu disais aussi dans ta vidéo YouTube que tu t'es disputée, tu as eu des grosses altercations avec des journalistes qui travaillaient sur l'émission. Ouais, alors, pour le coup, j'étais seule aux plus grosses altercations, mais oui, ça m'est déjà arrivé de devoir dire non à un truc et que je mette dans l'embarras un journaliste et parce que lui, il a la pression de son côté et que ce soit très, très compliqué et que ce soit pas si bien organisé ou qu'on me dise oui pour des choses, oui, c'est OK pour ceci, pour cela et qu'au final, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué et que ça se passe comme ça dans des tournages de télé-réalité. Bon, on a l'habitude et en soi, on écoute un petit peu parce qu'on ne sait pas trop, etc. Là, quand il y a un bébé en jeu, quand c'est ton enfant, forcément, tu ne peux pas accepter tout. Tu ne peux pas être OK avec tout. Et c'était beaucoup de pression parce que moi, déjà, mon petit, c'était... encore une fois, c'était rituel. Fallait que tout soit au carré parce que c'était compliqué. Et une fraction de seconde, ça pouvait tout gâcher. Et voilà, ou encore me demander d'aller prendre une nounou. Moi, j'ai dû faire appel à tierces personnes pour qu'on garde mon bébé pendant que je fais les ITV qui sont en fin de journée. Et des fois, ça dure longtemps, même jusqu'à 22h30. Donc je devais demander à tierces personnes de venir m'aider. Alors qu'en fait, ils m'ont demandé, tu peux pas prendre une nounou pour garder ton fils pendant qu'on fait les ITV? Parce que quand on fait des ITV, forcément, ce soit comme là, calme. Comment tu l'as pris, cette réflexion?
Mais c'est aberrant. Enfin, payez-la, la nounou. Je veux bien, mais payez-la, en fait. C'est pas à moi de payer la nounou pour que je puisse parler. Et puis, si ça vous convient pas, à un moment donné, on est dans une mission de maman et célèbre, donc forcément, on entend les enfants. Donc, non, ça convenait pas. C'était très compliqué. Je viens de réaliser, là, de me remettre sur terre comme quoi on est en direct. T'es en direct, bah oui. J'ai eu un moment Et en parlant de disputes avec des équipes de maman et célèbres, t'as dit... Il y a eu une dispute lorsque j'ai réclamé l'argent qui m'était dû pour une journée de tournage. Ouais. Ça, j'ai pas compris non plus. C'est un peu complexe, c'est vrai que c'était un peu compliqué. On avait un petit tournage pour une œuvre caritative, c'est comme ça qu'on dit, d'accord ? Donc c'était un truc où on avait des gages dans une librairie. Voilà, donc c'est un petit tournage, ça fait marcher, c'est sur le web, les gens s'abonnent. Et la rémunération qu'a cette petite émission, c'est pour une des œuvres caritatives. Ah, tu parles de Silent Library, quelque chose comme ça. Silent Library. Et donc, sur Silent Library, où ils nous ont demandé de venir avec l'équipe Maman est célèbre et une équipe télé-réalité, Maman est célèbre se sont dit, bah, tiens, on aimerait bien tourner ça, justement. Donc, c'était un tournage sur un tournage. Oui. Et donc, Silent Library serait durer quoi, 2-3 heures. Et c'est pour une œuvre caritative. Donc, on sait qu'on vient pour travailler, pour donner de l'argent et pas pour en recevoir. Maintenant, il y a un tournage qui vient, qui fait qu'on doit arriver très très tôt à Paris et qu'on repart très très tard chez soi. Et donc forcément, qui demande des interviews et beaucoup plus de trucs. Et au final, là où ça devait durer 3 heures, nous, on a eu une journée ultra chargée. Donc forcément, vu qu'ils voulaient tourner ça, j'ai demandé si on était payé. Ils nous ont dit oui, effectivement, de toute façon, c'est une journée de tournage, donc vous êtes payé comme les autres jours. Et en fait, après, c'est avéré que non. Donc, moi, je me suis disputée pour réclamer cet argent que j'ai fini par avoir. Alors, la première année, j'étais payée 400 € par jour. Mais alors, j'ai vu qu'il y avait des réactions du genre non, mais comme si j'avais jamais travaillé d'ailleurs. Excusez-moi, mais j'ai déjà cumulé des travails pour. Genre, tu te plains alors que tu gagnais 400 € par jour, c'est une grosse somme. Sauf que c'est 400 € par jour que je gagne sur ma société. Donc, derrière, tu enlèves les impôts, l'URSSAF, les charges salariales, il reste quoi, 180 €. D'accord ? Donc, 180 pour une journée. Une journée où, effectivement, c'est pas le même travail qu'ailleurs, on est exposé, etc. Il y a le truc à l'image, machin, donc oui, ok. Maintenant. Et puis, ça doit te rapporter aussi sur le côté. Alors. La visibilité, en fait, voilà, tout ce que tu peux faire derrière, le business, etc. Non, la deuxième année, là où j'ai exigé effectivement 800 € par jour, donc pour à peu près, en enlevant encore une fois toutes les charges, le truc salarial, machin, bah, ça devait me rester quoi, même pas 300 €, ok. Pas que je me plaigne, hein, loin de là, mais là où je voulais en venir, c'est que... C'était quoi ta question ? Le salaire. Le salaire. Tu disais, en deuxième saison, j'ai demandé 800 €. Là où j'ai demandé plus, c'est parce qu'en fait, j'ai remarqué que en termes de visibilité, ça ne m'apportait rien. Donc, je n'avais pas plus de personnes sur Instagram. J'avais pas plus de visibilité. Et quand je vois que c'est 8 heures de tournage, qu'on fait énormément de séquences dans une journée, que moi, personnellement, au niveau mentalement, c'est très dur, que pour le petit, au final, je vois que c'est compliqué, que Julien, c'est un peu compliqué, etc. Pour, au final, passer 3 minutes tous les 4 épisodes pour avoir des séquences en plus pas ouf, bah non. Donc je m'étais dit, bah moi je veux bien continuer, mais je suis gagnante sur rien, donc au moins rémunère-moi plus, parce que sinon je ne re-signe pas. Et comment l'a pris la production quand tu leur as annoncé que tu souhaitais quitter l'émission ? Alors j'ai pas dit que je souhaitais quitter l'émission, en fait j'étais en train de réfléchir. Tu as été virée ? En fait, moi, je voulais avoir ma chaîne YouTube parce que justement, ça m'a donné l'idée, parce que j'avais quand même plein de mamans au travers les tabous que j'ai relevés, etc. Autant que j'avais pas plus de follow, autant j'avais énormément je m'étais créé une communauté très intéressante. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est dommage parce que les mamans qui aiment me suivre, elles sont vachement déçues de ne pas pouvoir me voir énormément sur Maman est célèbre. Donc, pourquoi pas faire ma chaîne ? Et en fait, je suis capable de faire mes épisodes. Et au moins, si je suis 15 minutes dans mon épisode, je suis 15 minutes dans mon épisode. Et je contrôle ce que je fais. Donc, c'est bien. Et donc, je pensais à ça, etc. Donc, il a fallu reparler de la saison, la troisième saison que j'allais faire avec eux. Et c'est là où j'ai eu une personne de la production qui m'a parlé comme si j'étais la personne la plus horrible du monde. Qui t'a dit quoi ? Qui m'a dit que j'étais irrespectueuse, que plus aucun journaliste voulait bosser avec moi, plus aucun caméraman, que j'étais la plus irrespectueuse des mamans, que j'étais arrogante, insolente, qu'on s'ennuyait de toute façon dans mes séquences, que j'avais rien à dire, que de toute façon j'avais pas de projet, que j'étais superficielle, que autant avant, c'était bien parce que j'avais parlé de ça, j'étais dans un ton burn-out. voilà.
Et autant la saison suivante, franchement, ça restait en surface. J'étais vachement superficielle. Oh, j'ai pas compris. T'as répondu quoi? Moi, j'étais sur le cul. J'étais grave sur le cul. J'étais choquée. J'avais vraiment envie de pleurer à chaudes larmes parce que je t'avoue que je m'attendais pas à ça. Tu sais, je me suis sentie vraiment humiliée, rabaissée. Ça allait pas très bien déjà mentalement, donc entendre des choses comme ça, genre t'as pas de projet, bah oui j'avais un projet maison mais c'est tombé 2 fois à l'eau, oui j'avais un projet de programme sportif mais c'est tombé à l'eau, enfin moi tout tombe à l'eau parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y a le programme Maman est célèbre, parce que j'en peux plus, je suis déjà en burn, faut que je m'occupe de mon enfant, j'essaie déjà de joindre les 2 bouts, j'ai un restaurant qui tombe à l'eau, j'ai une autre agence à gérer parce que les gens savent pas mais j'ai d'autres trucs à gérer à côté, j'ai une marque que j'ai toujours pas sortie qui dort depuis 4 ans, enfin oui ça va déjà pas, donc fallait pas en rajouter, tu vois. C'était hyper difficile d'entendre ça, entendre que je suis ennuyante alors que j'ai relevé des tabous, que j'ai parlé de choses dont aucune maman n'a parlé dans cette émission-là, que je me suis montrée à nu, etc. Enfin, non, c'est un peu difficile. Dire que je suis superficielle, excuse-moi, mais comparé à certaines autres personnes qui parlent de choses, effectivement, qui sont un peu plus en surface, ça me paraissait un peu trop. Qui parle de choses en surface dans l'émission pour toi, quand tu regardais? À peu près la moitié. Tu vois, qui est le plus superficiel? Quelle maman est la plus superficielle selon toi? Par exemple, je dis pas qu'elles sont superficielles, mais qu'effectivement les sujets restent assez en surface. Ça va être, comment elle s'appelle, Hilary, Martika, Julia Paredes, Julie Ricci. En fait, non, quasiment toutes. Tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses comme elle mes pour copines, pouvoir... Même mes copines qui m'ont dit, effectivement, moi, j'ai jamais osé parler de ça quand je l'ai vécu. Même Émilie qui a vécu tout ce que j'ai vécu, elle en a jamais parlé. Enfin, elle m'en a parlé après, quand moi j'en ai parlé. On a eu des discussions dans Maman est célèbre, mais si on n'en avait pas parlé. Donc, me dire à moi, qui me suis montrée, mais genre à nu, que ce soit physiquement ou psychologiquement, ce truc où je les ai emmenés sur des rendez-vous thérapeutes, etc., où je me suis ouverte, où j'ai pris le risque, à un moment donné où j'étais extrêmement fragile, de parler de mon burn-out, de parler de ma dépression postpartum, de parler de plein de choses, de la difficulté maternelle, avoir ce genre de discours après. Je sais pas, moi je lui ai dit, moi je veux bien me remettre en question, mais tu veux que je te donne quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? En plus, du coup, la première saison, c'était déprime, burn-out. La seconde saison, pour moi, j'avais fait plein de trucs. J'avais fait plein de dépassements, des crosses, des trucs avec Émilie, des trucs fun, des trucs... On avait parlé d'autres trucs, donc j'avais l'impression vraiment de m'être donnée, tu vois. Et ça m'a énormément fait mal au cœur, ça m'a mis... Et pourtant, tu dis dans une de tes vidéos YouTube, c'était ma responsabilité, c'était pas la faute de la prod, c'est moi et ce que j'ai accepté aussi. Bien sûr, parce qu'en fait, à un moment donné, comme dans la télé-réalité, ça parle de harcèlement, ça parle de victimisation, etc. Ok, je veux bien. Mais à un moment donné, tu peux pas pointer du doigt ce que tu as toléré. Tu subis ce que tu tolères. Qui tolère? Celui qui est harcelé? Bah oui. Donc tu sous-entends que Aurélie Preston, elle tolérait son harcèlement? Alors, je me suis pas assez renseignée là-dessus, mais par exemple, dans La Villa des Cœurs Blessés, je suis partie pourquoi? La vérité, c'est que j'ai dit, écoute, moi, j'avais une personne de la production en face de moi, qui m'a demandé où est-ce que j'en étais, si j'étais capable de faire d'autres dates. J'avais déjà embrassé 2 garçons, un date et un candidat de télé, d'accord? Je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien rester, je veux bien continuer mon coaching, mais je ne me sens pas de dater encore et d'encore embrasser un garçon. J'en ai déjà embrassé 2, je trouve que c'est quand même beaucoup. Je n'ai pas envie de détruire mon image. Bon, merci, au revoir. Ok, mais ça a été clair, on m'a forcé à rien, j'ai dit les choses, ils m'ont dit merci, au revoir. Ça les intéressait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais j'aurais pu continuer et rester dans l'émission. Le message que tu veux nous faire passer, c'est j'ai accepté, je suis partie. Oui. J'ai accepté, j'ai vu jusqu'où je pouvais aller. Voilà, ça me semblait intéressant de parler de tout. Et il y a aussi eu beaucoup de choses positives. Je suis très contente d'avoir participé à cette émission. Il y a eu plein de choses, j'ai connu plein d'activités, plein de mamans. Il y a eu plein de choses positives. Mais la finalité est que je trouve ça plus néfaste qu'autre chose. Tu t'entendais avec toutes les mamans? Je ne les ai pas connues toutes, mais les mamans que j'ai rencontrées, oui, je me suis bien entendue avec elles. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont pensé de ton discours? Tu as dû parler avec certaines? Oui, je ne veux pas parler pour elles, pour ne pas les mettre en porte-à-faux, mais... Non, je ne veux pas parler pour les mettre en porte-à-faux. Mais... Non, mais voilà, je pense que je ne suis pas la seule à penser ce que je pense. On parle de ton rôle de maman?
Ouais. Alors, tu as expliqué récemment dans une vidéo aux côtés de Jérém Star, et pour le coup, c'est pas, c'est plutôt dramatique. Ce que tu as pu dire parfois, c'est dur aussi à entendre. Tu as expliqué que tu as voulu mettre fin à ta vie plusieurs fois depuis que tu es devenue maman. Alors, fin à ma vie... Ça, je l'ai lu dans un article. Ouais, c'était plus... Alors, quand je dis... Enfin, c'est pas une envie suicidaire. C'est plus une envie de ne plus exister, de ne plus être sollicité, de... Tu sais, la fatigue, être sollicité, entendre des hurlements H24 et le sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir prendre le mal de son enfant, de se dire, mais qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que c'est moi? Enfin, c'est tellement de remises en question, tellement de choses, tellement de tourments. T'es tourmentée. À cause de quoi? À cause de la lourdeur de la casquette de nouvelle maman? Pas qu'à cause de ça, c'est parce que aussi j'avais un enfant qui n'était pas simple, qui, voilà, enfin moi j'ai connu plein de parents, de mamans, et effectivement, il y a une différence entre certains enfants. Et là, c'était une fatigue si intense. Puis il y a aussi le fait que j'ai un passé compliqué. J'ai été tourmentée par une vague de traumas passés qui sont revenus au moment de la maternité. Et puis le sentiment d'être nulle, inefficace, de n'arriver à rien, de ne pas être capable. T'as regretté déjà d'être mère? J'ai pas regretté. Je me suis demandé si c'était pour moi, si, tu vois, je me suis dit, ben en fait, est-ce que j'ai bien fait, quoi? Tu doutais de l'amour que t'avais pour ton enfant, parfois? Jamais. Jamais. Mais même, par contre, je voulais pas aimer autant dans ma vie. Parce que aimer autant, c'est être coincé. Et moi, j'ai eu une vie où je me suis dit, ben, je peux me barrer à tout moment, tu vois. Ça te faisait peur, cet amour? Trop fort, peut-être, que tu découvrais? Ouais, ben, ça me fait toujours autant peur. Hein. T'as peur au moment où on enregistre? Ouais. J'ai dû faire beaucoup de séances de thérapie pour arrêter. Parce que dans ma vie, je voulais ne plus être bloquée. Je voulais être libre, tu vois. Et en faisant un enfant, ben, tu sais, ça y est, tout ne dépend plus que toi. Si un jour il me dit qu'il est triste parce qu'il a le cœur brisé, je serais démolie, tu vois. Tu l'aimes, ton enfant? Ouais, plus que tout. Est-ce que tu le détestes parfois? C'est horrible ce que je vais dire, mais des fois je lui en voulais. Tu vois, j'en pouvais plus, j'en voulais. Je faisais la gueule. Quand il dit trop je t'aime à papa, ça me saoule. Je fais la gueule. Pourquoi? C'est un peu de la jalousie mal placée? Je suis jalouse. Mais laisse tomber. Attends, quand on a été en vacances avec Julien, il a passé son temps que sur papa. Alors, il y a eu le côté où je suis jalouse parce qu'en fait, ben, c'est cool, mais moi, je gère que les crises. Et en fait, j'ai pas de câlin, pas de bisous, pas de je t'aime. C'est que papa et pas maman. Et pourquoi? C'est frustrant. Mais c'est hyper frustrant. Déjà, de un, tout simplement, c'est frustrant parce que ben, j'aime mon enfant et que je veux qu'il soit à moi aussi. T'as l'impression d'être moins aimée? Moins aimée. Et deux, je me dis, mais est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que toutes mes souffrances, ben, du coup, tu vois, est-ce que finalement, ben, il n'a pas ressenti quelque chose de super... C'est quoi, c'est une sorte de blessure de rejet, peut-être? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il a ressenti, puis du coup, il est plus vers son père, donc c'est énormément de culpabilité de ressentir ça, mais c'est la réalité des choses, tu vois. Tu as posté une vidéo YouTube sur ta chaîne qui s'appelle « Impulsion phobique maternelle ». Ouais. C'est une expression dont j'avais jamais entendu parler. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que d'avoir en tant que maman une impulsion phobique maternelle? Une impulsion phobique maternelle, alors il faut bien comprendre que c'est phobique, c'est des choses qui te passent par la tête dont tu as le plus peur. C'est nettoyer, c'est laver ton enfant, lui laver au niveau des parties intimes et se demander si c'est pas, tu vois, est-ce que j'ai pas fait un geste incestueux? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est, tu vois? Est-ce que t'as envie de le croquer au niveau des cuisses? Est-ce que tu dis, est-ce que c'est pas un geste incestueux? Est-ce que c'est normal? Ou alors, plein de choses, tu vois, c'est voir des accidents à tout va, c'est ne plus en pouvoir et te voir dans la tête l'envoyer valser, moi, je me regarder dans le miroir, ne plus me reconnaître, tu vois. Ok, donc c'est ça, des impulsions. En fait, c'est que des choses qui te passent par la tête, qui sont horribles. C'est des choses horribles, les choses les plus folles qui te passent par la tête, que tu ne ferais jamais. Non. On est d'accord? Mais tu culpabilises à l'idée même que cette pensée t'est traversée. Ouais. Une fois, il pleurait. J'essayais. Je sais pas, ça m'est passé par la tête comme ça, j'étais dans le couloir, tu vois, je me suis vue le faire. Faire en fait. Quoi? Le pousser contre le mur. Je me suis vue le faire. Comme plein d'autres choses horribles. Est-ce que tu savais que tu ne le ferais jamais ou tu doutais de toi? Non, je savais que je le ferais jamais. Et en fait, à la minute où tu as l'image dans la tête,
Enfin, je me suis regardée et je me suis trouvée horrible. Donc l'image te traumatise? L'image est traumatisante. C'est horrible. C'est comme je faisais des cauchemars tout le temps, comme si je le lâchais ou comme si... Enfin, c'est horrible. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Bah, c'est des impulsions phobiques. Mais en fait, le truc, c'est que j'en ai toujours eu. Ok. Et j'en ai Sur d'autres thèmes? Ouais, sur d'autres trucs. Et j'en ai une certaine période de l'année. Ça doit être, c'est lié à un traumatisme jeune. D'accord. T'as quoi comme autre impulsion phobique, mais qui sont pas forcément liées à Gabriel? Ça va être sur les accidents de voiture ou sur une personne de ma famille. Où je vois, ou même je cauchemarde des meurtres, où je vois des accidents ou des choses horribles. Et alors, c'est très rare maintenant que ça m'arrive, mais je sais qu'à une période de ma vie, ça m'est beaucoup arrivé. Je sais que j'avais déjà parlé à des gens qui me disaient, tiens, que ça leur arrivait. Et en fait, j'avais jamais fait le lien entre ces impulsions phobiques-là et en fait, les impulsions phobiques maternelles. Ok. Donc c'est la simple continuité des impulsions phobiques que tu avais déjà? Non, dans en fait, un nouvel ça peut environnement? arriver à n'importe qui. Une personne qui n'en a jamais eu, ça peut lui arriver, tu sais, avec l'anxiété, la fatigue, tout ça lié. En fait, tu peux avoir comme ça des images dans la tête. Et puis, enfin, tu sais, ça te fait presque un sursaut, tu vois. Dans le chat, je te le dis, hein, si ça peut te rassurer, même si je vois que tu Ouais. parles avec beaucoup de liberté et de transparence, tout le monde quasiment est en train de te dire que tu as beaucoup de courage et que les gens te comprennent. Le chat est en train de dire ça. Bah, c'est vrai que en fait, en faisant cette vidéo, en fait, en parlant un petit peu, en en parlant dans l'interview de Jérém Star, j'ai eu énormément de personnes, même de mon entourage, qui m'ont dit, mais Maëva, je pensais être la seule à qui c'était arrivé. Je croyais que j'étais folle, j'ai jamais osé en parler. Eh ben, je vais te dire, tu m'as fait un tilt, je vais vous l'avouer, je ne sais pas si je l'avais dit une fois, mais parfois, moi j'habite en étage, j'ai une vision où je me vois sauter. Et d'un coup, je suis pris d'un moment, je le ferai jamais, attention, Oui, mais je suis pris d'un moment où je me dis, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Et t'as presque l'impression que tu serais capable et tu... Ah, ça me fait peur, résultat, je m'éloigne du truc, tu Oui, sais. et ben ça me fait ça quand je m'approche d'un balcon. Donc c'est ça une impulsion phobique. C'est exactement ça. Ah, je me dis, mais pourquoi j'ai ça? Je suis Et dingue. oui, t'es taré. Enfin, vraiment, t'es pas taré. Non, merci. Mais, tu te dis que t'es taré, quoi. C'est horrible, tous les trucs... bizarres. Et t'as déjà eu l'impression d'être une mauvaise mère? Parce que je t'ai entendu dire, je ne Oui. suis pas capable d'être maman. Ah oui, même des fois encore. Hein. Des fois, quand je me mets à hurler ou quand je suis fatiguée ou quand je perds le contrôle, que je me dis, mais en fait, je suis incapable de... J'arrive pas à travailler, à être mère, je suis fatiguée. Et en fait, ou quand je me dis, putain, moi, en fait, j'aurais bien aimé partir en vacances tout le temps, machin. Ou je me dis, mais Maëva, tu sais, des fois, je me dis, mais je suis pas toute seule dans ma tête et je vais Tu as peur de l'estime culpabiliser. de toi, de devenir maman? Oui. Bah oui, t'es tellement confrontée à plein de difficultés que, bien évidemment. C'est dur pour le couple aussi? Oh là là. Même ça, par exemple, pour le couple, se dire, putain, j'ai fait des vidéos avant, quand j'étais enceinte, où je disais oui. J'ai honte. Je crois que je les ai enlevées de mon Insta. Parce qu'en plus, je m'étais fait cravacher par plein de mamans et elles me disaient, tu verras quand tu seras mère, tu verras quand tu seras mère. Je me croyais tellement au-dessus. Oui, moi, mon bébé, il fera pas ci, il fera pas ça. Oui, moi, je serai mère, mais je serai toujours une femme. Je ferai toujours l'amour, je serai toujours sexy, nanana. Le pauvre, il se prend une nana qui est boutonneuse, les cheveux gras, pas lavés tous les jours. Donc, oui, et en plus, qui a envie une fois par mois, tu vois ce que je veux dire? Tu faisais plus l'amour? Comparé au rythme d'avant, c'est clair que c'est différent. Genre, pendant combien de temps ça vous est arrivé de ne pas avoir de relation intime? Depuis que vous êtes devenus parents? Ça va, parce que on a toujours essayé de faire un petit effort de se relier. Mais c'est déjà arrivé pendant un mois. Ça va, comparé à d'autres couples, mais... À ce propos, je te propose, je parle très bien français moi, de découvrir un extrait vidéo d'une interview que j'ai enregistrée avec Yesta, qui parlait des relations intimes dans son couple avec Benoît. c'est dur, hein. Je pense que ça va t'intéresser, tu vas pouvoir réagir. Regardez. Alors déjà, après un accouchement, moi je suis pas du genre à remonter en selle direct. Hein. Déjà, calmons-nous, un être humain est sorti par là, donc on se détend. Mais ça mettait quelques mois. Mais après, on faisait parce que c'était notre seul moyen un peu de se retrouver. Oui, c'est ça. Mais évidemment, c'était pas fréquent, c'était pas tout ça. Mais à la limite, c'est même pas ça. Tu sais, moi le rapport intime là, c'était pas ça pour moi le problème. C'était réellement le fait qu'on partageait plus rien. Pourquoi le désir s'en va? Pourquoi le désir peut s'en aller? Ça n'arrive pas à tous les couples, mais cassons un tabou à la plupart des parents. On vit pas dans le monde des bisounours. Non. Nous, avant bébé, on était
Voilà, on avait le feu au cucu, quoi. Là, c'est la fatigue. Franchement, la charge mentale, la fatigue, tu sais, enfin, même lui, tu sais, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans le canapé le soir et même des fois, si la journée se passe bien, on va s'envoyer des petits messages. On essaye vraiment, hein, on essaye, tu vois. Allez, on va chercher le petit roche bébé du soir, on est cassé en deux, tu vois. Il nous a bouffé toute notre énergie. Mais ça revient, l'envie, le désir. Ouais, mais c'est vraiment... Enfin, moi, par exemple, en plus, du coup, avant, je suis pas trop pour la pilule parce que ça a pas mal de problématiques. Là, je suis obligée parce qu'en fait, Juju, il n'y a pas une fois où il va tirer à blanc. Il ne faut pas renouveler de pilule avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont toujours en forme là-dedans. Ah. C'est-à-dire qu'ils visent direct. Il ne faut pas un oubli, hein, sinon c'est enceinte directe. J'ai pas compris, je te jure sur ma vie. Ok, il est super fertile. Ah ok, Voilà. d'accord, merci. Il ne faut pas une erreur, sinon... Ok. Donc, j'ai pas le choix que de prendre la pilule. Et vu que j'ai une endométriose, je peux pas mettre un stérilet en cuivre sans hormones. Parce que c'est bref, c'est un truc encore autre chose. Du coup, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, comme je disais, moi, je suis tributaire de ma pilule. Donc, ensuite, hormonalement, tu mets des années à te remettre après un accouchement, que ça revienne normal, etc. Même à l'intérieur, il y a plein de choses qui échangent, etc. Moi, la façon dont je pouvais aimer faire l'amour avant, c'est plus la même après, parce que j'ai dû réapprendre à connaître mon corps. On a dû réapprendre à connaître mon corps, etc. Et puis, même la fougue n'était pas la même, là où j'aimais les trucs un peu plus wouhou. Tu vois, je suis beaucoup plus tendre maintenant. Et je change, la femme change, on change. Un homme change aussi, c'est pas pareil, donc c'est pas le même rythme. Alors c'est toujours aussi incroyable, mais c'est pas du tout le même rythme. C'est pas évident dans le couple non plus. C'est de l'homme ne plus se sentir désiré. C'est pas le cas en vrai. C'est pas une question de désir, c'est une question de. C'est pas pareil. C'est une question de changement, peut-être temporaire, et le temps de s'y peut-être, faire, c'est ce qu'on m'a dit. Bah oui. C'est ce que beaucoup de femmes m'ont dit, que des années après, ça revenait. Mais que vraiment, il y a vraiment un truc de 3 ans. Ok. On verra bien. Il nous reste encore une année. Ok. En tout cas, je dirais si on est comme des petits lapins comme avant. Bah oui, après. On se suit depuis 6 ans maintenant, donc je sais que tu m'en donneras des nouvelles. Je te remercie en tout cas de parler avec autant de transparence, Maëva. C'est la vraie vie, ça. Hein. Maëva, je te propose de te mettre face au tweet. Ah. Tu prends pas mal position ces derniers mois. Tu réagis sur beaucoup de sujets de société, ou alors tu as eu dans le passé différentes histoires qui peuvent être encore commentées sur les réseaux sociaux. J'en ai sélectionné quelques-unes et je voulais simplement obtenir une réaction de ta part. On commence avec la première. T'es prête? J'ai tweet, mais je ne vais jamais sur. Tu vas jamais dessus? Ok, alors tu vas voir, je te laisse réagir du tac au tac. Tu vas voir, c'est volontairement incisif, c'est pour te permettre justement de réagir. On commence avec une première photo. Il s'agit d'une photo de toi qui a tourné sur Twitter en compagnie de ton ex, Marvin, ne t'inquiète pas. Et il est écrit pour légende, après avoir vu la tape, je comprends pourquoi Maëva Martinez retournait vers Marvin en permanence. Moi, je voulais savoir si c'était déplacé. C'est déplacé. Ce tweet, selon toi, qui fait allusion au fait que tu revenais souvent vers Marvin, faisant allusion à son entrejambe, alors qu'on connaît tous l'histoire et qu'elle est bien différente de ça. Non, bah non. C'est gênant. Twitter, c'est parfois très gênant. Ah ouais. Les questions aussi, parfois. Ah, bah c'est marrant. Ah ben non, mais je ne me serais pas donné autant de mal, pour une question de cul, quoi. Mais est-ce que tu l'as vu, cette vidéo qu'avait tournée il y a quelques mois? Alors, j'en ai entendu parler à ça, mais... Qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, ça arrive, en vrai, ça arrive, hein, des photos ou des vidéos comme ça qui partent avec la personne avec qui on est, c'est des choses qui peuvent arriver. On n'a rien dit à Kim Kardashian, aujourd'hui, elle a des millions et des millions d'abonnés. Ça pourrait arriver à n'importe qui, ça aurait pu m'arriver à moi. Voilà, après... Mais quelle a été ta réaction quand tu l'as appris? Oh, je me suis un petit peu moquée, forcément. Je me suis un peu moquée parce que il a fait preuve de pas mal de misogynie à l'époque, donc bon, c'était un peu drôle de voir ça, tu vois. Bon, encore, on s'est moqué de moi parce que j'avais fait du strip, etc. Moqué de moi, plutôt rabaissé, donc... Tu sous-entends quoi, que c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Un petit peu. Un petit peu. On passe à un autre tweet. Alors, c'est une candidate de télé-réalité qui a participé à la même saison de Secret Story que toi. C'est la saison 10. Il s'agit
d'une photo de Sarah Lopez et il est écrit en légende, tu la reconnais, on est d'accord, hein? Ouais. Il est écrit en légende, elle a fait quoi à ses lèvres, Sarah Lopez? My God, on dirait Maëva Martinez, non? Ok, alors moi je trouve que Sarah Lopez, elle a glow up. Alors en tout cas, je ne l'ai pas vue en vrai, mais en photo. Donc ça veut dire qu'elle est plus jolie qu'avant. Donc elle te ressemble? C'est vrai qu'avec des filtres, etc., bon, des fois, ça peut porter à confusion. Genre, il faut qu'elle mette un filtre pour te ressembler. Oh non, je suis vraiment une connasse. Oui, pardon. Mais en vrai, on ne se ressemble pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec des filtres ou des trucs un peu, tu sais, face-up, etc., ça peut porter à confusion, tu vois. Peut-être que vous utilisez le même. C'est possible. C'est lequel le tien? Petit. Petit. Mignonne. Ah. Sur FaceApp, j'assume. Ok, quel degré? Le deuxième. Ok. Ou premier. Ok. Jamais plus. Et elle va devenir maman d'ailleurs aussi. Ouais. Tu as vu ça sur les réseaux? Super, ouais. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bah écoute, j'ai pas de conseils à lui donner. Je pense qu'elle est bien accompagnée et elle a l'air d'être bien heureuse et je suis très contente pour elle. Je pense que ça va vraiment lui apporter ce dont elle avait besoin et ce qui lui manquait en elle. Un peu d'humanité. Je rigole. Mais j'ai pas. Il lui manque quoi? Un peu d'humanité. Un peu d'empathie. Ah, tu trouves? Ouais. À quel niveau? Bon. Attends, parce que dans Secret Story, vous vous entendiez Non, on s'entendait pas. pas, mais après, Je la trouve un peu vilaine, très vous moqueuse. étiez retrouvés après dans La Villa des Cœurs Brisés, non? Oui, on s'était retrouvés. Je mets pas plus le personnage, mais c'est vrai qu'on s'était expliqué. Puis on Dans Les Apprentis Aventuriers, elle s'était excusée et tout auprès de moi, ce que j'avais trouvé fort sympathique. Et puis voilà, mais c'est pas plus. Enfin, tu sais, c'est comme les personnages comme ça, la vibe, elle passe pas. C'est comme si j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de faux. Alors je sais qu'au final, c'est sans doute pas quelqu'un comme ça, j'en sais trop rien. Mais tu sais, ce genre de personne qui a tendance à montrer du doigt ce qu'elle est. Ben, c'est comme ça un peu que je la vois, ou à vouloir éteindre quelqu'un pour s'illuminer. Et c'est peut-être parce que mon avis est biaisé à cause de l'aventure Secret Story qu'on a eue ensemble, où elle a fait merde sur merde avec moi. Et pour le coup, j'ai... C'était en lien avec Marvin, non? De mémoire. Ouais, non, mais même avec moi. Hein. Elle était odieuse, hein. Franchement, elle m'a victimisée. C'est pas passé. Ça veut dire quoi, elle m'a victimisée? Bah, elle s'est moquée de moi, de mon corps, de mon visage, que j'étais moche. Elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Oui. Elle s'est excusée. Après, j'ai pas senti de sincérité, mais. C'était sur Moundir, non? On s'en fiche. C'était Jonathan Matijas qui avait essayé de vous arranger. Si je me trompe, pas de mémoire. Ouais. Mais par contre, pour la bouche, entre guillemets. Vas-y, je sens que ça te tient à cœur. J'ai enlevé mes injections à la bouche. Mais j'allais te dire que c'est moins volumineux. Et effectivement, la vérité, c'est qu'on me disait souvent « Ah là là, Maëva, t'exagères, tu t'es gâchée avec ta bouche, on dirait un cul de babouin, on dirait un pneu, etc. » Et moi, j'étais « Oh là là, les gens sont jaloux. » ça, parce que... Non, la vérité, c'est que les gens avaient raison. Moi, quand je regarde mes photos d'avant et mes vidéos d'avant, je me dis « Mais Maëva, t'es tarée ou quoi ?» Tu le voyais pas? J'avais une bouche et un reste de visage. Mais c'était ton choix. Ah ouais, c'était horrible. Non, par contre, quand les gens me disaient autour de moi « Mais Maëva, tu ne te vois plus », ils avaient raison. Et c'est quand je me suis vue pour la première fois dans Maman est célèbre, je me suis vue en interview et je me suis... Regarde, ça c'est une photo aussi qui a tourné sur Twitter et qui dit « Qui arrive à reconnaître Maëva Martinez? Faut arrêter la chirurgie là, c'est bon. » Et la question que je voulais te poser avec ça aujourd'hui, parce que j'ai l'impression justement que tu fais un peu le chemin inverse, c'était est-ce que tu étais accro à la chirurgie et est-ce qu'aujourd'hui tu ne l'es plus? Je ne veux pas dire que je ne le suis plus, parce que heureusement que Julien est là, sinon moi je te gros tété, un gros cul. Ouais, non, des fois je me laisserais un peu aller vers des trucs pas ouf. Et c'est vrai que Julien me disait toujours non mais ta bouche, mais arrête. Puis de toute façon dès que je veux faire un truc, même un peu de botox, il dit mais arrête. Donc il me freine un peu, tu vois. Puis même je reviens vraiment vers du naturel. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais carrément abusé. Même des fois, je me vois, j'avais fait du botox, mes sourcils étaient comme ça, mais comme ça pendant longtemps. Hein. C'était pas juste l'effet sur les premiers jours. Ma bouche, franchement, c'est odieux. Mais c'était odieux, mais quand je regarde, j'ai l'impression d'avoir gâché des années de ma vie. Quand il y a des gens qui me disaient « Mais Maëva, tu te gâches », la vérité, c'est que j'aurais mieux fait de les écouter. Aujourd'hui, quand je me revois, je me dis que je me suis vraiment gâchée. Autre tweet auquel j'aimerais te faire réagir, il concerne des propos que tu as tenus sur des candidats de télé-réalité qui mettent en avant la religion, notamment l'islam. Et on peut lire Maëva Martinez, l'islam est potentiellement facteur de rémunération. Donc c'est un tweet qui reprend tes mots et qui précise, et elle a raison. Donc ça c'est dit par le Tweetos.
Moi, je voulais savoir pourquoi tu avais dit que l'islam était, selon toi, facteur de rémunération chez les influenceurs. Pour moi, l'islam ou le christianisme ou les autres religions, quand on se dit même être quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de bon, quelqu'un ayant une conscience, une éveil spirituel, tu vois, parce que ce soit dans l'islam ou le christianisme, il y a un éveil spirituel, il y a une croyance profonde, il y a quelque chose de très proche de la bienveillance, de la profondeur de l'âme. Quelque chose qui n'est pas matériel, quelque chose qui ne se touche pas, qui ne se voit pas, quelque chose une aura, une énergie, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de très sacré. Et quand je vois des candidats de télé, là, à tout va, se reconvertir, faire des mises en scène, et des candidats de télé qui sont franchement, quand tu regardes leurs actions en réalité, et pas forcément celles d'avant, quand tu regardes l'action, quand tu regardes des choses, c'est tellement surfait, c'est tellement too much, c'est tellement pas cohérent, il y a tellement un manque de cohérence de tout ça. Est-ce que tu parlais de Dylan? Par exemple. Est-ce que tu parlais de Mila? Par exemple. Est-ce que tu parlais de Marina Limer? Alors aussi, après, j'ai eu une discussion, j'ai entendu d'ailleurs son frère dans ton interview, et c'est vrai que je me suis un petit peu renseignée sur le parcours de cette personne-là, qui effectivement, on voit bien que c'est une personne qui a un parcours où là, elle est en train de se découvrir, elle est en train de grandir, elle est en train de faire ceci, cela, et donc il y a énormément de manque de cohérence, et c'est ce que je disais, je pense qu'elle a vraiment ça en elle, mais je pense qu'il y a énormément d'incohérence entre sa propre religion à elle, qui n'est pas la mienne, la sienne, ce qu'il en dit et ce qu'elle fait, et le fait qu'elle en prône autant, c'est dommage parce que c'est pas cohérent avec ce qu'elle montre autant. Je te propose justement, tu parles de Gauthier Limer, son frère, il avait réagi à tes propos. Ouais. Regardons tout de suite, c'était sur le plateau d'Aja. Il n'était pas content. Je trouve que c'est mise en scène, c'est caricature, c'est pas respectueux envers les musulmans, envers les religieux, quiconque. J'allais dire un gros mot, mais je ne l'ai pas dit. Voilà. Mais non, mais en tout cas, si elle parle de ma sœur, parce que moi j'ai envie de croire qu'elle ne parle pas de ma sœur, même si les gens le disent, je m'en fous. Si elle parle de ma sœur, ma sœur, aujourd'hui, elle s'est retrouvée grâce à la religion, c'est-à-dire qu'elle a accepté, elle arrête la télé-réalité. Elle est en train d'enlever tous ses tatouages et tous les jours un appel en disant j'en pleure parce que ça me fait tellement mal. Donc c'est vraiment, c'est pas juste je dis que, elle est vraiment dans une démarche sincère. Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Est-ce que tu reviens sur tes propos? Oui, bien sûr, ces propos m'ont touchée et j'ai trouvé super qu'ils prennent la parole par rapport à ça et qu'ils défendent sa sœur. Je pense qu'il y a un cadre familial quand même assez sain et que qui pense ce qu'il dit. Et je pense qu'effectivement, c'est une jeune femme qui apprend, elle rentre dans tout ça et un peu le cul entre deux chaises aussi, entre un monde et un autre, et que ça ne doit pas être très simple pour elle et qu'il y a encore pas mal de chemin pour qu'elle elle-même elle soit alignée. Parce qu'en fait, on voit qu'elle n'est pas alignée. Tu vois, il y a une chose et puis il y a un chemin et puis un autre. Donc c'est vrai que la concernant, du coup, effectivement, je suis toujours dans l'idée que c'est très caricaturé ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut montrer, et que du coup, c'est pas forcément sain, et que ça pourrait se faire autrement, mais dans la profondeur de qui elle est. Moi, j'ai jamais vu en elle une personne négative, vicieuse, néfaste. J'ai plutôt vu en ces deux femmes-là, parce que je veux parler des sœurs en règle générale, des petites jeunes femmes qui grandissent ensemble, qui découvrent les choses ensemble, qui sont un petit peu, tu sais, un peu jeunes, quoi. Et que là, elle en tout cas, en train de passer un éveil spirituel mais ça en reste pas moins que je trouve que c'est très caricatural et que ce n'est pas un bon exemple. Et par contre, mon avis sur plusieurs autres personnes de candidats de télé ou dans l'influence, franchement, mon avis n'est pas beau, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas prôner être une personne, je ne vais même pas parler de religion, être une personne bienveillante, avoir le cœur sur la main, faire les choses, nanana, quand tu as que tu as un sac de vis. Il y a des gens, c'est franchement, tu as un sac de vis, quoi. Vaut mieux te taire, en fait. Ne mets pas la religion dans quelque chose, dans ta personne, carrément. C'est noir. Je te propose un petit mot sur ce tweet qui parle des impôts. Apparemment, il y a marqué Maëva Martinez, elle a assez de payer trop d'impôts, elle tacle le système français. Tu vas partir à Dubaï? Alors, la vérité, tu sais, moi, je vais te dire la vérité. Je vais te dire une chose, là. On va être très, très clair parce que c'est comme je me suis pris des mandales là, sur ma vidéo YouTube parce que j'ai parlé de salaire. Ok.
Quand je prends 10 000 € sur ma société, sur ma SAS, ma SASU, pardon, 40% vont aller aux impôts. Ensuite, moi, de ma SASU, j'ai décidé de me verser un salaire moindre aujourd'hui, moindre qu'à l'époque, parce que les charges salariales, c'est énorme. Donc, par exemple, si je veux juste me verser 2 000 €, je dois à peu près me verser un peu plus de 4 000 ou je ne sais plus, enfin, je vois ça avec mon comptable, mais c'est énorme. Ce qui fait que sur 10 000, moi, je me verse un salaire de 2 000 et sur ma société, il reste quasiment rien parce que tout a été bouffé par l'URSSAF, les impôts et les charges salariales, le comptable et les petits trucs à côté. Donc, en fait, sur 10 000 €, ben, je touche le SMIC. Enfin, je touche 2 000 balles. Tu vois ? Mais c'est comme ça pour tout le monde en France. Et c'est pour ça que je parle d'impôts. Donc oui, je suis désolée, je suis là, je me fais bien dans le fion comme tout le monde. Et je suis désolée, je vis pas à Dubaï, donc je vis pas plus. Et le fait de te dire, de mes moyens. Le fait de te dire que ça nous permet d'avoir un système de santé, de ne pas payer les médicaments, de pouvoir être hospitalisé, de pouvoir avoir l'école gratuite. Et de contribuer à un bon système qui est la France. T'es quand même vénère contre le système français ? Je ne suis pas vénère contre le système français, c'est que je suis honorée de pouvoir payer des impôts parce que ça veut dire que je gagne bien ma vie. Dieu merci, parce que ça a été de loin une situation qui est, voilà, je veux dire... Enfin bref, on connaît un petit peu, j'en ai déjà parlé. Moi, les situations précaires, je les connais. Donc quand on me parle de salaire, de machin, alors que j'ai cumulé des boulots... que j'ai montré mon cul pour avoir des sous, à un moment donné, me parlez pas de galères, parce que les galères, je les connais, je suis la première à les connaître. Tu fais référence à ton passé de stripteaseuse. Ouais, donc moi, ça me vénère un peu quand on me reprend, non mais elle n'a pas le sens de la réalité, nanani nanana. Oh, si, j'ai le sens de la réalité, même très réel, même plus réel que d'autres. Quand même, hein. En tout cas, c'est cru, mais c'est impactant. Bah ouais, mais c'est la vérité. Tu dis, j'ai donné mon cul pour pouvoir... Non, je l'ai pas donné, je l'ai montré. J'ai montré, pardon. J'ai montré mon cul pour pouvoir gagner de l'argent. Ouais. C'était comme ça, c'était pour ça que tu le faisais ? Ah ouais, mais moi j'avais ma mère, j'avais mon petit frère. Avec quel âge ? 19 ans. Ok, c'était dur à faire ? Tu sais, quand tu as 19 ans, tu n'as pas la même conscience aujourd'hui, que j'ai pas la même conscience qu'aujourd'hui. Par contre, maintenant, quand je vois des jeunes filles de 19 ans, 18 ans, j'ai de la peine pour la jeune fille que j'étais. Et moi, j'ai dû faire ça pour m'en sortir, parce que moi, j'ai pas pu continuer mes études. J'ai été dehors à 17 ans. Et pourtant, des études, j'en avais fait. J'avais mon diplôme de prothésiste dentaire, mais je ne pouvais pas. Donc, en fait, me parler de galère, avant de faire ça, j'ai fait plein de boulots, plein de petits boulots, que je travaillais dans Vet-à-faire, que je faisais passer des caisses gratuites à des manouches et tout, je me rappelle, ou à des copines, que j'allais voler dans les magasins des sous-vêtements et des chaussettes. Ne me parlez pas de galère, en fait, à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, en fait, et je me sens légitime aussi à parler d'impôts. À un moment donné, ouais, on nous la met bien comme il faut. Alors que moi, j'ai tout fait dans ma vie pour réussir ma vie. J'ai pris des risques, je me suis donnée. Donc oui, ça me fait un peu chier. Sur tant d'euros, j'ai que ça. Et donc, tu vas partir à Dubaï ? Par contre, non. Par contre, ça me fait chier. Mais d'un autre côté, bien évidemment que je suis heureuse. Parce que si je paye des impôts, ça veut dire que je peux gagner ma vie, que je gagne bien ma vie. Ça, c'est une bonne revanche sur ma vie. Et que je contribue au bon système français qui est de pouvoir redistribuer. La redistribution, même si effectivement je ne trouve pas ça forcément toujours juste, parce que c'est vachement too much. Parce que des fois je me dis, tu sais quoi Maïva, tu ferais mieux de retourner en tant que salarié, avoir un peu plus d'aide, tu vois, finalement comme je l'ai déjà été, avoir un entre-deux, et moins galérer. Pourquoi tu veux dire qu'il y en a qui en profitent ? Parce qu'il ne faut pas croire, bien sûr que je galère, bien sûr qu'aujourd'hui je compte. Bien sûr que je fais attention. Je suis en train de m'acheter une maison. J'ai des projets. J'ai eu plusieurs projets. J'ai des projets qui sont tombés à l'eau. J'ai eu des milliers d'euros qui sont aujourd'hui à la poubelle parce que des projets sont tombés à l'eau. On parle des succès. On ne parle pas des échecs. Et les gens ne savent pas les échecs. Donc bien sûr que ça me fait mal au cul. Et bien sûr que je suis légitime à en parler. Voilà. Tout le monde est légitime à en parler. Tout le monde a le droit d'avoir un avis. Voilà. Mais pour le coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai connu les deux, tu vois. Oui. J'ai connu le très bas, le très haut et le moyen. Je te propose rapidement de faire un tour de ton ancienne saison
de Secret Story 10, parce qu'en préparant cette interview, je me suis rendu compte, et je ne sais pas si vous l'avez réalisé à la maison, que vous étiez une promotion Secret Story 10 où vous êtes devenus quand même pour la plupart soit des influenceurs, soit des candidats à succès. En tout cas, vous êtes devenus célèbres dans le microcosme de la télé-réalité. On compte Marvin, Mélanie Dedigama, Sarah Lopez, toi, Bastos, Darko, Julien Géloen, Liam Di Benedetto. On l'oublie, mais Liam. Ah bah oui. Qui ça? Liam. Ah non, Liam n'était pas là. Mais non, justement, elle n'était pas là, mais elle devait. Ah oui. Eh oui. Et oui, et c'est vrai qu'elle a été connue, du coup, c'était par quoi après? Alors après, dans la suite, c'était les Marseillais qui l'avaient repêché. Anaïs et Manon, qui sont devenues influenceuses. Jaja, aussi, qui a fait pas mal de télé derrière. J'aimerais que tu nous dises un petit mot sur chacun pour qu'on fasse une prise de nouvelles. Ok. Ok, on commence par Marvin, comme ça c'est fait. Est-ce que tu en as des nouvelles? Bah non. Aucune. Non, on ne se donne pas de nouvelles, chacun vit sa vie. Et il n'y a plus de, tu vois, il y a plus de petites problématiques ou de je sais pas quoi. Voilà. Et toi, tu as réussi à passer au-dessus, au-delà? Ah oui, ça va, Depuis ça va très très bien. Ok. Tout le monde va très bien. Enfin, je pense. Mélanie Dedigama, j'ai le souvenir que vous vous entendiez bien. Ouais, alors on a été très amis pendant un moment. Maintenant, voilà, on se donne des petites nouvelles de temps en temps. J'ai vu qu'elle était sur Dubaï. Elle est revenue dans le game. Elle est revenue dans le game apparemment hyper bien parce apparemment il y a eu de très très bons retours sur elle justement, sur sa maturité, ce que j'ai pas regardé. Elle est proche de ton ex. Oui, enfin un ex. Ex de télé-réalité, enfin. C'était un fleurtouille. Permets-moi de me prendre pour la production des Marseillais. Julien Bert. Ouais, bah écoute, je vois ça, c'est super. Et franchement, ça a l'air de bien matcher. J'ai l'impression que ça va. Tu crois, toi, ou alors c'est du buzz? Non, moi je crois. Moi je connais Mel, je la connais. C'est son style. Au-delà de son style, si elle s'affiche un peu avec, c'est qu'elle est love to love. Et lui, toi qui le connais aussi, parce que vous aviez une petite histoire dans la Villa 3, Oui. bon, il avait galoche 4 meufs dans ton dos. Ah ouais, en plus. Ah non, je le connais pas. Tu t'es senti humilié, t'avais dit à l'époque, je me souviens. Ouais. Il s'est excusé d'ailleurs par la suite, Ouais. publiquement. Il avait dit qu'il recommencerait plus. Je me rappelle même plus. Ah bah écoute, je suis là pour ça. Je me rappelle plus. Oui, non, je crois vraiment. Ouais. En même temps, quand on connaît Mel, je pense qu'on peut que l'aimer. Sarah Lopez, on en a parlé tout à l'heure. Sarah Lopez, Peut-être franchement, non, beau parcours. Au-delà de nos animosités qu'on a pu avoir dans Secret Story, très très beau parcours. Je pense qu'elle elle a connu beaucoup de choses. Elle a un très beau parcours aussi, beaucoup d'échecs sentimentaux qui lui ont clairement fait beaucoup de mal et qu'on a pu tous voir malheureusement. Beaucoup d'humiliation aussi, c'est pas facile. Je pense qu'il faut avoir les épaules pour surmonter tout ça. Et franchement, je pense qu'elle s'est enfin trouvé le mec qu'il lui faut et très contente qu'elle ait un bébé. Bastos, il était dans ta saison, dans la saison 10 de Secret. Bastos, mais quel... Vous êtes en contact? Non. Pourquoi? Non, pas forcément en contact. Après, je le suis. Je sais pas s'il me suit. Moi, je le suis. J'aimais bien ce qu'il fait. Là, j'aime un peu moins ces derniers temps. Je trouve que c'est un peu trop too much, un peu trop... J'ai plus les mots. Tu sais, c'est trop. Je pense que des fois, on peut dépasser... je pense qu'il peut blesser beaucoup de gens. Des fois, dans ce qu'il fait, c'est un peu buzz, mais en même temps, il joue là-dessus et il le dit, il l'assume. Il était comme ça dans Secret? Ouais, c'est quelqu'un qui, comme dit la vérité. Ouais. Donc égal à lui-même. Ah oui, pour moi, il est égal à lui-même. Donc il l'a connu dans très beau Secret parcours. Story. Darko? T'as vu, il a été acteur dans Demain nous appartient, là, sur TF1. Non. Mais oui. Mais Darko, il a fait un parcours de ouf. Franchement, il a géré. Et puis, il ne s'est pas laissé trop aller dans la télé-réalité. Il a vu que ça ne lui correspondait pas. Il est resté très fidèle à lui-même, etc. Franchement, je ne savais pas trop où me positionner. Je ne savais pas trop quoi penser de lui. Puis au final, je pense que c'est vraiment un petit mec bien qui a fait son petit bout de chemin et qui s'est écouté. Et qui a bien réussi. Julien Géloen, c'était le grand gagnant de ta saison. Alors, il était présenté comme DJ. Il était en couple avec Sophia à l'époque. Oui. Mais là, il est en amour, je crois. Oui, je croyais qu'il était gay à un moment donné. Ah bon? J'étais persuadée qu'il était gay. Je crois que tu n'étais pas la seule de mémoire. Ouais. Mais il ne l'est pas du tout. Non. Non, pas du tout. Il est fou amoureux. Et puis même, c'était pas grave. En plus, j'étais tombée sur une photo de lui. Je crois qu'il est vraiment une fille. Il est vraiment une fille très jolie. Oui. Mais alors, je sais pas du tout ce qu'il devient. Bah écoute, tu lui demanderas. Ouais. La plus 106. Non, peut-être que si, je sais plus. Dis donc, t'as pas beaucoup gardé contact, hein? Non, mais en fait, j'ai pas trop aimé ma saison, moi.
Ah bon? Ouais. Attends, tu vas me dire ça juste après, il nous reste 3 noms. Liam Di Benedetto, on l'oublie beaucoup, mais elle avait été recalée le soir du prime de la première de Secret Story, parce que Peu Cher, il y avait une vidéo intime qui était sortie ce soir-là, certainement pour la compromettre, et je trouve, je le dis, c'était d'un ridicule de lui empêcher de faire cette émission, alors qu'il n'y a que des tueurs dans les émissions. Ouais. Arrête. N'est-ce pas? Arrête. Franchement, c'est un peu hypocrite, quoi. Ah mais oui. Ça va, c'est bon. Tu la connais? Les vidéos de Mila qui datent de Los Angeles d'il y a 10 ou 15 piges, on les a tous vues, ça va. Tu la connais? Je vais pas rebondir là-dessus. Liam? Oui. Bah non, je la connais pas et je pense que si elle avait été là, ça aurait été très waouh. Ça aurait été, à mon avis, sympathique. Anaïs et Manon, elles sont devenues influenceuses? Alors attends, parce que je suis partie faire mes courses il y a pas longtemps. Ouais. Et j'ai vu une pancarte sur une devanture de boutique. Et je suis sûre que c'était elle. Ah, c'est très possible. Elles ont même été dans la pub Garnier. Ah putain, c'est ça. Je me suis dit, waouh, les cheveux, là, le masque. Mais un truc de ouf. Ouais, c'est beau, hein? Ah ouais, non, mais elles ont mené leur barque, mais d'une main de maître. Et Jaja? Bah, je sais pas du tout ce qui devient. Tu sais, toi? Ben non. Moi non plus. C'est gênant. Mais alors, je crois que c'est pas gênant. C'est pas effacé des réseaux? Peut-être. Parce que d'un seul coup, plus rien. Ben oui. Non, mais t'as vu quand même le nombre de candidats qui sont devenus célèbres après ta saison de Secret Story? Ah, c'est une bonne saison, hein, quand même. Oui, il était présenté comme coiffeur. Peut-être qu'il est retourné. C'était le coiffeur d'Ayem. C'était le coiffeur d'Ayem, c'était sorti dans les médias, etc. C'était un sacré personnage, Jaja. Sacrée saison. Et je t'ai entendu me dire, là, juste avant, il y a 1 minute, j'ai très mal vécu ma saison de Secret Story. Pourquoi? Ben, parce que je suis arrivée un peu innocente. Comme j'ai déjà dit, je regardais pas la télé. J'avais regardé un petit peu la saison où il y avait Julie Ricci. Parce que je la trouvais trop belle, là, avec son histoire avec Senna et tout ça, quand j'étais petite. Et c'est tout. Donc, en fait, je savais un peu, Secret Story, etc. Mais je savais pas trop des attitudes à avoir. C'était quoi? C'était dur à l'intérieur? Ouais. En fait, je me suis pas retrouvée. J'étais face à des gens qui savaient exactement quoi penser, comment faire, quel comportement avoir. Qui était comme ça, alors que c'était leur première télé-réalité? Tous. Qui exactement? Tous. Les jumelles, la rouquine, Mel, Sarah, Darko, Julien, Marvin. Il y avait un autre qui s'appelait Nicolas ou Nico, je sais plus comment il s'appelle. Donc, tu étais en train de nous dire que sur ta promotion, tu étais la seule qui était pure? Bah, pas pure. Oui, j'exagère. Loin de là. Mais un peu innocente. Je suis arrivée comme je fais sur la soupe. Encore une fois, je savais à peine ce que c'était qu'Instagram. Je ne savais pas ce que c'était qu'un placement de produit ou qu'une interview ou qu'on pouvait suivre des gens de télé-réalité sur Insta ou encore des stars. Enfin, je ne savais pas du tout. Je suis arrivée, j'ai fait semblant de rien. Je me suis sentie tellement mal à l'aise. Moi, je croyais arriver, je me suis dit, ouais, je suis une bête de meuf, j'étais en plus dans le monde de la nuit, nanana. Je suis arrivée, j'étais comme ça. Dans quoi je suis? En fait, toute petite, quoi. Et ça va? T'étais pas la victime dans cette saison? Si, j'étais un peu la victime de Sarah Lopez. Il y a une légende qui dit que dans toutes les réalités, il faut une victime. On le déplore. Non, je pense que la victime, Mel, elle a été plusieurs fois. Je pense que moi aussi, du coup. Pourquoi? Par qui? Un peu mise de côté, un peu moquée, un peu machin. Mel, ça a été un petit peu tout le monde qui s'est un peu acharné sur elle. J'ai vu des scènes qui étaient vachement avec vachement qui ouf. Un peu tout le monde. Enfin, franchement, les seuls qui prenaient sa défense, ça devait être Bastos et moi, quoi. Tu vois. Donc voilà. Et puis ça monte les. Enfin, je sais pas, ça crée des groupes, des machins. En fait, on s'entendait bien dans Secret Story, c'était super bien, on avait une super bonne équipe, jusqu'à ce que l'équipe de Jaja, Sarah, Mel arrive. Parce qu'avant ça, on était un super petit groupe, c'était trop bien. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, c'est comme quand on part en vacances. En colonie de vacances et tout. J'étais trop dans mon petit monde et tout. C'était trop cool, tu vois. Puis après, il y a eu les autres. On va passer à un autre sujet. Et ma petite Maëva, on a 4 minutes pour parler de 2 sujets. Oh parce qu'après, c'est Aja 118 trop bien. qui commence. OK. Alors, le premier, j'aimerais te faire réagir à une vidéo dans laquelle tu parlais très librement. Tu l'as postée sur ton compte TikTok d'une poussée d'acné récente. Regardez. Les amis, j'ai une poussée d'acné depuis presque 2 mois maintenant, qui me complexe vraiment beaucoup. Et donc, je cherchais à les camoufler. J'ai vraiment trouvé ce qui me correspond. Et donc, je vous partage mon bon plan entre anti-cerne et fond de teint.
Bon. Faut être courageuse pour poster ça. Bah, tu sais, je suis capable de montrer dans mon meilleur, de me montrer en bikini, en lingerie, dans mon meilleur profil, je peux être capable de me montrer quand même dans mon plus mauvais. C'est la réalité. Encore une fois, plus ça avance, plus je grandis, plus j'ai envie d'être dans la réalité des choses, qu'elles soient nulles ou pas nulles ou cool. J'ai envie d'être dans la réalité des choses et c'est ce qui m'arrive. Et j'avoue que aussi auprès de ma communauté, j'ai toujours plein de beaux conseils. Donc j'ai screené plein de trucs. J'ai plein de trucs que je vais aller voir avec mon médecin pour voir ce que je peux tester, etc. Mais ouais, d'ailleurs, ta maquilleuse est extraordinaire. Je sais pas si ça se voit, mais là, Elle s'appelle Sandra et on la remercie. Merci Sandra de nous Merci, hein. sublimer à chaque fois. Franchement, elle m'a sublimée. On voit que dalle là. Mais ouais, franchement, c'est pas évident. Et oui, bah, c'est comme je suis en ce moment. Je peux pas le cacher, je préfère le montrer, quoi. Tu sais d'où ça vient? C'est hormonal, c'est alimentaire? Alimentaire, je pense, mais c'est foie, intestin, hormones, je sais pas trop. Là, je suis en train de tester, mais je suis en train de faire mes compléments, de prendre plusieurs trucs. Je me dis, prendre soin de l'intérieur, c'est prendre soin de l'extérieur. Je verrai dans un mois. Et en parlant de l'intérieur, justement, alors c'est un terme que j'ai entendu pour la seconde fois, et je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin, j'ai une vague idée, mais tu vas peut-être nous expliquer. Tu l'as posté aussi. Tu as dit que tu étais TDAH et que tu t'es again perdu en pleine conversation. Hashtag TDAH, hashtag trouble, Ah oui. hashtag santé mentale, hashtag TikTok. Santé mentale? Santé mentale. Quel rapport? Je veux bien apprendre de toi parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. C'est vrai que la santé mentale, depuis mon accouchement, j'en parle beaucoup. Depuis que j'ai accepté que j'avais une dépression, mais qu'en fait, ma dépression, bah, tu sais, en fait, je pense que j'ai été quasiment toute ma vie, de mon plus jeune âge, mais je ne savais pas ce que c'était, tu sais, je ne savais pas mettre des mots. Donc, c'était généralisé, des crises d'angoisse, à vomir. TDAH, trouble déficitaire de l'attention, c'est des choses qui font partie de moi depuis toujours, où je ne savais pas mettre de mots dessus, et voilà, maintenant je le sais, et c'est des choses qui sont un peu handicapantes au quotidien. J'en parle de plus en plus, d'ailleurs j'ai été étonnée que ce TikTok soit aussi relayé et commenté. Je ne savais pas qu'autant de gens connaissaient ce trouble. Mais c'est un trouble qui provoque quoi exactement? Un problème d'attention, c'est ça? C'est vraiment le truc le plus handicapant. C'est beaucoup de choses. C'est par exemple, je vais prendre des exemples très bêtes comme ça, mais il n'y a pas longtemps, j'avais pris un rendez-vous chez le dermato pour enlever des grains de beauté. Ben, j'ai complètement zappé. C'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de ça. Aucun. J'ai eu mon rendez-vous, heureusement que j'ai eu un rappel, j'ai aucun souvenir. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans ma vie personnelle et professionnelle, on est obligé de me rappeler beaucoup les choses. J'oublie tout. Je note tout partout. Je suis obligée de dire des fois des choses à Julien. Vraiment, moi, on me disait toujours, mais on t'en a rien à foutre de ce que je dis, j'ai pas d'importance, nanana. Et je disais, mais non, j'ai jamais été comprise. Mais non, vraiment, c'est pas, je fais pas exprès. Je pars, je me dissocie. Se dissocier, c'est comme si ton âme, elle sortait de ton corps et qu'il reste plus que ton corps. Et c'est des mécanismes qu'ont le cerveau aussi pour pouvoir t'aider à survivre, parce qu'il y a des choses, des situations tellement horribles, tellement difficiles à vivre au quotidien, et qu'en fait, voilà, ton cerveau se dissocie, tu as un trouble si tu développes le trouble déficitaire de l'attention. J'avais des comptes. C'est-à-dire que quand j'ai gagné un peu plus d'argent, j'avais ouvert des comptes où j'ai mis de côté. Et heureusement que j'en avais parlé à Julien il y a peut-être 2 ans. Parce que c'est que je ne me rappelais pas, c'est lui qui me l'a rappelé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me croyais un peu en galère, tu vois. Il me dit, mais non, Maëva, tu m'as dit que tu avais ci et tout. Je lui dis, mais non, mais jamais, mais pas du tout. C'est lui qui a pris mon truc de banque et qui m'a montré que j'avais mis tout ça de côté. Je l'ai zappé, ça s'est sorti de ma tête. Et c'est plein de choses comme ça au quotidien où les gens en ont ras le cul. Julien en a marre, oublié de dire des choses, mais c'est important que tu te dis, mais c'est pas possible d'oublier ça. Et des fois, d'être dans des dissociations où je suis plus là, c'est compliqué, j'oublie ce que je fais, j'oublie ce que je dis. Il y a des choses, je ne sais plus si j'ai pensé que je les avais fait ou si je les ai vraiment fait. Je me fais même plus confiance parce que des fois, on me dit, t'es sûre que t'as fait ça? Et je crois être sûre, et je suis là, mais sûre à 100%, et en fait, non. Et c'est des choses où je fais vraiment pas exprès, mais c'est tellement gros que les gens pensent que je me fous de leur gueule, tu vois. Sauf que non. Et bon, j'ai pas trouvé de solution à ça, à part essayer d'en parler autour de moi, qu'ils comprennent, et puis aussi d'en parler à Julien, de dire dès que je pense à un truc, lui dire, dès que j'ai des rendez-vous, machin, pour qu'il essaye de m'aider, parce que sinon c'est l'enfer, et je suis incapable de faire toutes les tâches en fait, que les gens font au quotidien, pour moi ça me paraît insurmontable, et
c'est des pertes de motivation. Puis c'est des choses que les gens peuvent dire, bah oui, ça m'arrive aussi, oui, ça t'arrive aussi, mais moi, c'est à outrance. Moi, c'est un truc vraiment incontrôlable, c'est un truc de tous les jours. C'est pas une petite période de ma vie, c'est tout le temps, c'est exacerbé, c'est trop, c'est too much. Mais moi, je ne peux pas me faire confiance. Je ne peux pas me faire confiance. Donc voilà, en 4 minutes. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec ma communauté pour l'avenir, pour le futur très proche? Que je trouve un moyen pour mon TDAH. Non, je rigole. Mais écoute, je suis sur un projet de dermographie. Donc, si tu peux me souhaiter quelque chose, c'est que j'ouvre mon salon, le salon de mes rêves. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite avec toute ma communauté. Merci Maëva Martinez, qu'on soit d'accord avec toi ou pas, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Il y a une chose qu'on ne peut pas te reprocher, c'est de parler franchement. Voilà, tout simplement. Et on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte TikTok, c'est Maëva Martinez Off. Ton compte Instagram, c'est IAM Maëva Martinez. Et ta chaîne YouTube, allez-y parce qu'il y a des vidéos pépites dessus. C'est Maëva. Tu te libères de plus en plus. Et quand on se libère, on devient une pépite. On se retrouve dans 10 minutes. Vous restez avec nous le temps d'aller vous refaire une petite boisson ou d'aller vous prendre de quoi grignoter. Et il y a toute l'équipe d'Aja qui me rejoint. Jinda, Hermano en chroniqueur, notre invité Maëva Martinez qui va commenter toute l'actualité de la télé-réalité qu'on a loupé pendant les vacances de Noël et de cette semaine, et Zatis qui fait son grand retour en tant que décrypteur. Voilà, donc reste avec nous, dans 10 minutes, on est là, à tout de suite.